Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au festival La Voix des Hommes. J'ai le très très grand plaisir d'accueillir Nicolas Devic. Nicolas, bonjour. Hello, salut Marius, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Alors pour te présenter en quelques mots, Nicolas, tu es coach, tu accompagnes les entrepreneurs, tu es également conférencier, tu es auteur notamment d'un dernier ouvrage qui est complet plutôt que parfait. Tu es le Exactement. co-créateur du Village, le Village qui est un écosystème justement adressé aux entrepreneurs qui souhaitent une dimension d'entraide pour faire avancer leurs projets. C'est bien ça? Oui, exactement. Exactement. On aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais c'est sûr que la volonté, je travaille avec ma chérie Sandrine, on en parlera aussi, et on a vraiment pour vocation d'accompagner les entrepreneurs et aventuriers de la vie, parce que ça va ensemble. Euh, on va voir comment est-ce que l'entrepreneuriat peut être justement une voie de développement personnel, spirituel et d'aventure de la vie. Et donc, on a à cœur de créer le meilleur écosystème possible pour que chacun puisse se réaliser pleinement dans cette voie-là. Ok, super. C'est vrai que du coup, tu es co-créateur. Donc, c'est un projet qui est né entre ta compagne et toi, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, première question peut-être, comment vous est venue cette idée? Euh, Ben, disons que dans le temps, les choses se sont mises petit à petit. Donc, pour peut-être tracer rapidement la ligne du temps du projet d'entreprise qu'on porte avec Sandrine, ça a commencé déjà par une rencontre d'adolescents. Moi, j'avais 14 ans et elle 15 ans. Et on s'est croisés à la mer du Nord dans les ruelles. Moi, je jouais avec un ballon de foot. Et puis, nos regards se sont croisés. Ça a été le coup de foudre. Et ma première amoureuse, en fait, qui est devenue mon épouse, la femme de mes enfants, ça fait déjà 25 ans qu'on est ensemble, donc ça c'est assez dingue. Donc je raconte ça pour dire qu'il y a une dimension assez fusionnelle entre nous. Hein, on s'est un peu reconnus comme des âmes sœurs et on continue à évoluer sur cette voie-là, avec des difficultés de couple, comme tous les couples, mais avec vraiment un chemin aussi de développement euh, personnel et interpersonnel très fort dans notre couple. Et on a commencé notre vie par un chemin assez classique de faire de bonnes études. Donc Sandrine a fait des études de psychologie, moi d'ingénieur civil, de se fiancer, de faire un premier enfant, d'acheter un appart, les assurances pension, enfin le package classique d'une vie bien foutue. Sauf qu'on s'est vraiment fait chier à un moment donné en se disant, mais euh, ok, tout ça c'est bien beau, tout ça ça a l'air parfait sur le papier, mais il y avait comme un vide à l'intérieur de nous, une souffrance qui commençait à grandir, qui était en fait une souffrance liée à comme un gap entre nos attentes vis-à-vis de la vie et ce qu'on vivait réellement. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent du métro boulot dodo, mais on était là-dedans. C'est-à-dire que on avait nos enfants à la crèche, on les voyait à peine. Moi, je voyageais tout le temps comme ingénieur, à m'essouffler, à aller dans des salles de production. Enfin, je vais la faire courte, mais je travaillais pour le domaine biopharmaceutique et j'étais vraiment coincé dans des salles blanches là, de production alors que je voulais de la liberté, je voulais de la nature, je voulais de la lumière. Sandrine a fait un burn-out, elle travaille dans un hôpital avec des patients qui ont le cancer, ce qui l'a beaucoup plu à un moment donné de sa vie, mais elle s'est épuisée à ça. Et donc on s'est retrouvés tous les deux avec deux petits garçons, un appart à payer, le crédit, notre job et un burn-out en gros, en se disant mais qu'est-ce hmm, qu'on fout là quoi? Qu'est-ce qu'on fout ouais. là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ce qui était vraiment un déclencheur pour nous, ça a été d'abord de rompre avec le modèle du salariat. Moi, je me rappelle, un jour, Sandrine était à l'arrêt, en arrêt maladie chez elle, enfin chez elle, chez nous. Et je lui avais dit, écoute, pas de problème, moi je vais continuer à travailler, tu dois te reposer, etc. Et puis j'ai eu un gros déclic un jour en me disant, mais en fait, moi, ça me convient pas non plus ce qu'on est en train de vivre. Donc, si on mettait tout ça à la trappe et qu'on passait à une autre phase de vie. Et donc je lui ai dit, tu sais, mon amour, on va créer une boîte. Je sais pas encore ce qu'on va mettre dedans, mais on va trouver quoi. J'étais un peu, on était arrivé à un point de rupture par rapport à ce modèle conventionnel. Et on a décidé à deux de démissionner à 2 mois d'intervalle, sachant que moi, on n'était pas complètement fou, surtout on va en parler, mais j'ai une grosse peur du manque que je traite depuis des années, enfin que je traite, Ok. sur laquelle je travaille en tout cas à titre personnel. Et donc, c'était pas possible pour moi non plus juste de démissionner sans savoir comment on allait payer les factures, l'appartement, le crédit hypothécaire, etc. Donc, Mhm. je me suis mis comme indépendant, comme ingénieur. En fait, je continuais à faire ce que je faisais, sauf que je vendais mes prestations à des entreprises, mais en tant que freelance, comme on dit, en tant qu'indépendant.
ce qui m'a permis de faire une transition vers l'entrepreneuriat en passant par la case indépendant et puis Ok. développer une communauté sur Internet. On a créé J'entreprends ma vie, qui était notre nouvelle philosophie de vie qu'on voulait créer et mettre en avant. Et on a commencé à rassembler une communauté autour de ce thème-là de c'est quoi entreprendre sa vie. Et assez rapidement, on a rassemblé des centaines, puis des milliers de personnes. Et puis, on a développé des programmes de coaching en ligne. On s'est formé, moi à la PNL, Sandrine à l'hypnose, à l'EMDR, à des pratiques de guérisseuse. Enfin, je te le fais en gros, hein, pour aller dans le détail après. Tout ça pour dire que l'idée, elle est venue d'abord d'une décision de rompre avec le modèle du métro boulot dodo du salariat et d'un deuxième élément qui est euh, vraiment en une phrase, mais ça vaudrait peut-être la peine de creuser ça ensemble. On était en tour du monde en famille en Inde. On vivait Oui. dans une, on vivait dans une communauté à Auroville pendant quelques semaines. Et là est venue l'idée de créer un écosystème digital dans Mhm. lequel les gens pourraient se rencontrer, évoluer, grandir, contribuer et entreprendre. Et Auroville était le symbole de ça, de l'universalité et de la mise en avant des talents de chacun. Et donc, c'est là-bas qu'on s'est dit, tiens, on va créer un truc. Au début, on voulait l'appeler Ashram Digital, et puis le nom a évolué vers Village pour revenir à quelque chose de vraiment très terrestre et de très dans la matière, tout en ayant une dimension spirituelle et de communauté, quoi. Donc voilà un petit peu le parcours dans son ensemble et d'où est venue l'idée. Ok, alors moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent et que je trouve déjà extrêmement intéressantes. J'ai envie de souligner la valeur de ce parcours de couple et même de comment vous vous êtes rencontrés, de ce que vous créez ensemble. J'ai envie de le souligner parce que je trouve que c'est malheureusement trop rare. Voilà, personnellement, en tout cas, dans ce que j'observe autour de moi et moi-même avec mon parcours, je trouve ça vraiment rare de se rencontrer si jeune et de vraiment connecter comme vous l'avez fait et voilà, de passer votre vie ensemble et de créer ce projet, J'entreprends ma vie ensemble. Je trouve ça vraiment beau. Il y a presque une dimension de... Alors après, bon, les termes ne parlent pas toujours à tout le monde, mais on parle parfois de masculin sacré, de féminin sacré, et ensuite, du coup, par extension, on parle de couple sacré. Je ne sais pas si c'est une notion qui te parle. Oui, bon, on a Voilà. beaucoup travaillé là-dessus aussi en tantra et en biodanza. Enfin, c'est quelque chose qu'on explore beaucoup et c'est intéressant ce que tu amènes parce que on est juste des bêtes humains, entre guillemets. Et puis, il y a toute la dimension sacrée qu'on a tous en nous. Et c'est intéressant d'explorer cette voie du sacré, effectivement, à travers le masculin, le féminin, comment les choses se rencontrent. Ça existe depuis la nuit des temps, avec le yin et le yang. Et en même temps, il y a le couple en chacun de nous aussi, hein. C'est quelle est la part de féminin en moi, quelle est la part de masculin en elle, et comment tout ça peut se nourrir. Et c'est quelque chose qui nous parle énormément, mais qu'on n'a pas encore euh, entièrement exploré. Tu vois, c'est quelque chose, pour nous, c'est le travail de la vie de notre couple encore. Ok. Alors, j'ai envie d'explorer différents sujets déjà avec toi. Mais avant de passer, on va dire, plus au volet pro, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce voyage personnel qui semble fait de spiritualité aussi. Parce que Auroville, c'est aussi un lieu qui rayonne ça, qui représente ça, qui représente l'aspect évolution collective et cheminement personnel spirituel. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à entreprendre ce voyage et quels ont été les déclics qui ont été vécus là-bas dans ce voyage? Hmm. Euh, En fait, la première chose à dire, c'est que ce tour du monde en famille était bien plus qu'un voyage pour nous, c'était un acte de liberté. Donc c'était de pouvoir poser dans notre réalité le fait que oui, c'est possible d'entreprendre sur Internet, d'être en lien avec des milliers de personnes et de vivre la vie de nos rêves, entre guillemets, hein. C'est pour reprendre une expression que tout le monde utilise. Je veux vivre la vie de mes rêves. Autant on peut vivre la vie de ses rêves à partir du moment où on peut la décrire, on peut imaginer ce que c'est, on peut la rêver. Et c'est un vrai travail d'arriver à rêver sa vie avant de vivre ses rêves. Et donc moi, j'étais très, très en lien avec cette vision de faire un tour du monde en famille, de montrer le monde à nos enfants et de me libérer vraiment de toute contrainte géographique. En tout cas, c'était la représentation que je m'en faisais à ce moment-là. La réalité est un peu différente parce qu'au moment où on a démarré notre voyage, on s'est posé à Bali.
qui était la destination. Bali, c'est le chakra du cœur de la planète pour certains, donc c'est un bon endroit pour démarrer un travail de liberté et de revenir à soi. Mais c'est aussi une terre volcanique, c'est une terre qui bouge énormément sur le plan énergétique. Il y avait le mont Agung qui était en activité il y a quelques années, donc un volcan en activité, plusieurs tremblements de terre qu'on a vécu là-bas. Donc ça bougeait beaucoup sur le plan tellurique, mais aussi au niveau émotionnel. Et mon bon ami Arnaud Rioux, que j'avais eu au téléphone depuis Bali, parce qu'on est très en lien avec lui, qui est chaman, enfin qui est chaman, il n'aime pas qu'on dise qu'il est chaman, mais je l'ai vu à l'œuvre, c'est un chaman. Et Arnaud me dit, fais gaffe parce que Bali, ça bouge beaucoup, et donc prends soin de tes émotions, parce que tu verras, ça secoue, quoi. Et là-bas, j'ai pété un câble, mais vraiment sérieusement, c'est-à-dire que j'ai eu un espèce d'effondrement psychique lié à tout un tas de peurs. Peur d'avoir quitté la Belgique, peur de ne pas être capable de faire l'école aux enfants tout en faisant tourner notre entreprise et en profitant du voyage, peur de Mhm. manquer des destinations, peur de ne pas Mhm. avoir assez d'argent pour en profiter, peur d'avoir fait une connerie. Et puis, ces peurs ont tourné dans ma tête et sont devenues irrationnelles. C'est-à-dire que je suis tombé dans un schéma de ce qu'on pourrait appeler de crise d'angoisse que j'avais jamais connu avec une telle amplitude auparavant. Donc c'était vraiment un tremblement de terre intérieur. Et petit à petit, je me suis fait vraiment un enfer au paradis, quoi. Tu vois, on vivait sous les palmiers, on avait une petite villa avec piscine, les enfants à poil dans le jardin, ma femme heureuse comme tout, et moi, j'avais juste envie de trouver un moyen d'éteindre ça, quoi. Et je me suis mis à prendre des anxiolytiques, ce qui m'a fait une descente aux enfers aussi, parce que je comptais sur une molécule pour me calmer, et ça a viré petit à petit en une espèce de dépression que j'étais plus capable de gérer seul. Et là, j'ai été voir des guérisseurs à Bali, des chamans, des guérisseurs. J'ai beaucoup de libération émotionnelle à travers la respiration sacrée, beaucoup de yoga, beaucoup de focus sur mon corps et sur comment je peux reprendre du contrôle de mon système nerveux. Et à partir de ce moment-là, l'intention était claire, c'est que le voyage serait spirituel. C'est-à-dire, au début, on s'était dit, on va faire Bali, un peu comme et on va à Ibiza, enfin, c'est sympa, tu vois, il y a du soleil, il y a des noix de coco, il y a la plage. Sauf que là, j'ai compris que c'était une terre de guérison et que j'avais moi à me guérir avant de continuer le voyage. Donc, on devait y passer 3 semaines, on a passé 3 mois à Bali. J'étais figé et en même temps, c'était très bien, c'est ça qu'on avait à vivre. Les enfants aussi ont bien profité de ça. Ils ont fait beaucoup de yoga, ils ont rencontré des personnes incroyables. Et puis, on s'est dit, ben voilà, on va faire l'Inde, on va faire la Thaïlande, on va faire le Bhoutan. On va faire moins de destinations, mais on va choisir des destinations qui vont nous élever d'un point de vue spirituel et d'un point de vue intérieur, quoi. Et D'accord. voilà, ça a été le déclencheur qui a fait que le voyage n'a pas été touristique, mais a été plutôt une quête. Initiatique. Ouais. Ok. Mais écoute, merci déjà pour nous permettre de sentir déjà ce qui peut se passer pour toi et justement qui fait lien avec la thématique que tu as choisie aujourd'hui et sur laquelle j'ai envie de te questionner. Donc, tu as choisi la thématique suivante, entreprendre la voie royale du développement personnel et spirituel. Exact. Alors, en quoi, pour toi, le fait d'entreprendre, parce que comme tu le disais, tu as parlé de tes peurs, mais pour la plupart des personnes qui sont justement dans cette routine métro boulot dodo qui, certes, les épuise, ne fait pas forcément sens dans leur vie, mais par contre, ben, c'est plus, entre guillemets, confortable, en tout cas rassurant. Rassurant. Donc, en quoi, pour toi, entreprendre, ça permet vraiment de se développer sur ces plans-là, personnels et spirituels, et comment ça s'est passé pour toi d'ailleurs? Parce que même si là, tu parles de ton expérience, notamment à Bali, depuis, en tant qu'entrepreneur qui accompagne également des entrepreneurs, comment toi, tu vis ton propre chemin sur ce plan? Hmm. Ben, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de donner une proposition de définition de c'est quoi entreprendre, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé et où chacun va mettre ses propres croyances et ses propres images sur le mot entreprendre. Pour certains, entreprendre, c'est avoir une grosse entreprise, avoir plein de salariés, avoir un hangar avec du stock ou d'envoyer des containers depuis la Chine à l'Europe et de les revendre au Mexique. Enfin, voilà, c'est une façon de voir le truc. Pour d'autres, entreprendre, ça va être juste de passer indépendant et de se libérer, entre guillemets, du schéma du salariat. Donc, c'est plutôt ça qui se passe en ce moment. J'observe les gens disent, je veux être entrepreneur, c'est plutôt, ben, je veux être à mon compte.
Et or, on n'est pas entrepreneur quand on est juste à son compte, selon moi, c'est-à-dire enfin, je vais venir avec ma définition après, mais donc c'est une autre façon de voir les choses. Et puis, il y a aussi le mot entreprendre convient très bien avec d'autres aspects que le point de vue business. On peut dire, j'ai entrepris un beau voyage, j'entreprends l'écriture d'un livre, j'entreprends de réaliser mes rêves. Et donc, c'est pour ça que nous, on a appelé notre communauté J'entreprends ma vie, qui est plutôt une philosophie de vie qu'un papier chez le notaire qui dit que j'ai une entreprise, quoi, en gros. Donc déjà, ouvrons le spectre de c'est quoi entreprendre et que chacun puisse aussi se sentir connecté à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse qui est en soi et de pouvoir se dire, voilà, quelle est la partie de projet que je prends en main à titre personnel, au service de ma vision, au service de mes valeurs, au service de mon âme, qu'est-ce que j'entreprends pour me réaliser en fait. Ouais. Et si on part de cet espace-là, bah, ça devient intéressant, c'est-à-dire on est tous entrepreneurs à notre manière, mais certains vont faire le choix de se mettre au service des projets des autres. Et ça peut se faire à travers le salariat, mais ça peut aussi se faire en tant que freelance, hein. Si je suis community manager et que je décide de vendre mes services à un influenceur, par exemple, ben, d'une certaine manière, je mets mes compétences, mon savoir-faire, mon savoir-être au service du projet d'un autre. Et c'est tout à fait OK. Mais à un moment donné, la question c'est qu'est-ce que moi je réalise pour moi? Qu'est-ce que je mets en place pour me réaliser à travers une entreprise, un projet? Et donc, si on part de cet espace-là, selon moi, entreprendre, c'est la voie royale du développement personnel et spirituel, dans le sens que c'est un accélérateur extraordinaire pour faire face à toutes ses peurs, pour devoir négocier et reviser toutes ses croyances, Mm. une réelle nécessité de créer du lien avec des gens qui sont des ressources externes qui viennent alimenter notre projet ou notre vision. Donc ça veut dire Ouais. qu'on est dans une logique et ça peut se faire à travers le couple, comme ça peut se faire à travers trouver un associé, trouver des clients, trouver des partenaires. Voilà, toi et moi ici, on parle ensemble parce que tu as posé l'acte de venir vers moi en disant, tiens Nicolas, j'apprécie ce que tu fais, j'aimerais que tu participes à mon festival. Ben, c'est une démarche qui t'a fait grandir et qui me fait grandir aussi parce que à travers l'interaction, on va tous les deux évoluer vers un nouveau niveau de conscience. Parfois, ça peut être fluide et parfois, ça peut être difficile aussi. Donc, comme dans un couple, quand un couple casse, ben, on travaille quelque chose en soi, on guérit quelque chose en soi aussi à chaque épreuve de la vie. Et donc, l'entrepreneuriat, pour moi, de ce que j'observe pour nous et pour nos clients, c'est qu'en 1 ou 2 ans, on peut passer par tous les étapes possibles pour être en conscience avec qui on est, ce qu'on a à faire et quelle part d'ombre on a à guérir, quoi. Et c'est en ça que c'est une voie royale et un accélérateur. C'est presque alchimique. C'est-à-dire que Mm. Ouais. l'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur, c'est faire de l'or à partir de quoi? À partir de la matière première qu'on est. Et là-dedans, il y a de la lumière, mais il y a de l'ombre aussi. Il y a des métaux vils à transformer en or. Donc, ce processus alchimique, il passe par du travail, quoi. Beaucoup de Ouais. travail dans le monde extérieur et dans le monde intérieur et dans le monde invisible. Donc, voilà, c'est ma vision de Ok. la chose. Écoute, ça me parle beaucoup. Avant que tu parles de la dimension alchimique, et je trouve que le mot est assez parlant, j'allais rebondir sur le fait que ben, ce qui est parlant dans ce que tu partages, c'est que le travail qui est fait, le travail intérieur qui est fait, alors on peut dire personnel, on peut dire spirituel, peu importe les mots qu'on a envie de mettre dessus, eh ben, ils sont, j'ai l'impression, puissants car justement très concrets. En fait, on a affaire à quelque chose de très, très, on a affaire à la réalité, quoi, vraiment en face de nous. Donc, c'est-à-dire, en fait, moi, j'ai un objectif, donc je veux le mettre en place. Et donc, à travers ça, comme tu disais, il y a toute la dimension intérieure de quels sont mes freins, est-ce que j'ai des doutes, est-ce que j'ai des peurs, à quel point je m'autorise, à quel point je me donne les moyens. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des obstacles à dépasser. Et c'est sûr qu'il y a une dimension très concrète voilà, de vraiment suivre sa voie, suivre son chemin. Euh, et ça, je pense que dans cette dimension très concrète, c'est forcément un accélérateur, en tout cas quelque chose qui vient vraiment bah, nous amener à nous transformer pour pouvoir accéder à ce rêve, ou en tout cas à ces objectifs, comme on en parlait. Ouais. Et ouais, Et pour compléter ce que tu dis, cette dimension-là, elle est évidente, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur soi à faire pour travailler la confiance, la foi en notre projet ou la confiance qu'on a en soi et en son projet,
pour travailler sur tout ce qu'on a dépassé en termes d'obstacles. Mais là où ça devient encore plus puissant, c'est que l'entrepreneuriat nous confronte à un élément qui est hautement spirituel, selon moi, qui est le fait qu'on n'a aucun contrôle sur le résultat de nos actions. Donc, Hmm. l'entrepreneuriat, c'est faire le choix. Et ça, c'est vraiment un acte de foi. Et ça, je commence à le comprendre et à le conscientiser parce que c'était ça mon chemin à moi, en fait, c'est de lâcher prise sur le résultat. Et je ne suis pas encore totalement arrivé à ça. Mais j'aimerais être comme le Bouddha là derrière, qui est, qui est C'est suffisamment, ça. qui est serein. Il est souriant sans tirer la gueule. Il ne tire pas la gueule. Il n'est pas en éclat. Voilà, c'est cette espèce d'équanimité de se dire, voilà, je pose un état d'être, je pose un état de conscience, je pose des actions. Mais par contre, je lâche complètement prise sur ce que le monde va faire face à moi. Et l'entrepreneuriat, c'est un acte de foi. C'est de dire, je bosse, je mets en place, j'active dans la matière et puis je lâche prise parce que je ne peux pas décider à la place des gens. Ouais. Ok, effectivement. La dimension de foi, je crois qu'elle est indispensable. Mm. Alors, pour tout ce qu'on peut viser, espérer dans la vie. Euh, Parfois, d'ailleurs, la vie nous amène des belles surprises qu'on n'a pas prévues. Et j'imagine que c'est pareil aussi sur le plan professionnel. Et si on parle un peu plus du village que tu mets en place, donc cet écosystème, alors déjà une précision. À ce jour, c'est une dimension plutôt virtuelle de cette relation entre entrepreneurs, c'est ça? Est-ce que tu as également l'objectif de rendre ça plus concret? Tu parlais de Euroville, par exemple, tout à l'heure, de vraiment créer une communauté sur le plan vraiment physique. Ça fait partie de la vision, mais c'est pas encore clair au point d'affirmer qu'un jour ce sera un endroit physique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté que les gens se rencontrent en vrai, Ouais, sans nous et avec nous. Donc, tout à fait. le système a été créé de manière à ce que les gens puissent savoir qui habite près d'eux. Et donc, on a déjà reçu des photos de gens qui se sont retrouvés à Lyon, à Bruxelles, à Paris. Donc, des gens qui se retrouvent entre eux, ça, c'est déjà une magie en soi. C'est que les gens Ouais, puissent se connecter à un même système, un même écosystème de valeurs et se rencontrer, faire des choses ensemble. Et puis, ce qu'on a mis en place récemment, c'est que en général, dans le monde, on va l'appeler comme le monde du coaching sur le web, ben, il y a des gens qui sont des influenceurs et qui communiquent à sens unique vers des audiences. Et c'est ce qu'on voit énormément. Donc, des gens qui viennent donner leur vision du monde. Et puis, il y a des gens qui regardent les vidéos, qui parfois mettent un like, un commentaire, mais il se passe peu de choses entre les gens. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre des expériences entre eux au sein de l'écosystème. Et donc là, il y a des gens, d'ailleurs, je vois qu'il y a Edith Kate qui nous a rejoint, qui fait partie aussi des villageois, qui peuvent proposer un atelier au sein du village pour le proposer gratuitement à l'ensemble de la communauté et prendre du feedback, créer du lien, créer du réseau. Et donc la valeur n'est pas juste apportée par Sandrine et moi, mais la valeur est vraiment créée par l'ensemble comme à Auroville, quoi, où chaque métier vient alimenter la communauté. Donc ça, c'est vraiment la vision. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements. Là, on va avoir un bootcamp au mois de juin qui est en pleine nature, où on se retrouve en chair et en os pour pouvoir danser ensemble, bosser ensemble, se prendre dans les bras et se challenger, quoi. Donc voilà. génial. Ok. Alors, j'aime bien ce que tu viens de dire, parce qu'il y a à la fois la dimension pro et à la fois la dimension humaine et festive Ouais. et même chaleureuse, j'ai envie de dire. Et si moi, ça m'interpelle, c'est parce que justement, on n'est pas habitué à ça Mm. dans les vies professionnelles, etc. Ben, voilà, on a le foyer plus ou moins doux, voilà, d'un côté, la dimension travail avec tout ce que ça signifie. D'ailleurs, il y avait Christian Junot qui parlait étymologiquement parlant du mot travail, de ce que ça pouvait signifier. Euh, voilà. Et toi, effectivement, dans ce que vous proposez là ce week-end, qui semble vraiment super chouette, c'est effectivement comment on partage un moment de vie et avec tout ce que ça peut comprendre. Et, euh, et Pour en moi, ce c'est sens, c'est rare et l'essentiel. riche, quoi. Ouais. Pardon? C'est vraiment essentiel et c'est l'essence même de ce qu'on fait à travers nos entreprises. En fait, derrière chaque entreprise, il y a une volonté d'apporter de la valeur aux gens. Il y a pas d'entreprise sans humain. Or, on a déshumanisé une grosse partie des processus parce qu'on veut automatiser, parce qu'on veut augmenter la rentabilité, la performance, et tout ça a du sens, mais n'a aucun sens s'il n'y a pas derrière une véritable relation, une véritable évolution sur le plan humain. Donc, plus on avance avec Sandrine, au plus on assume pleinement le fait que quand on met des gens ensemble,
c'est pour un maximum de love, quoi. C'est pour un maximum d'amour entre les gens. Et oui, on travaille sur les projets de chacun, mais ce qui va se passer, c'est que quel que soit le projet de business, quand quelqu'un est bloqué quelque part, c'est souvent lié à soit une pensée, soit un événement de vie, soit un frein qui est posé par le monde extérieur, et donc il y a une guérison à opérer quelque part. Et on Mm. peut amener toutes les stratégies qu'on veut. On peut dire à quelqu'un qui est bloqué, ben, c'est pas compliqué, t'as qu'à faire un webinar et mettre tel prix et vas-y, tu vois. Ça, c'est ce que font la plupart des coachs. Ils te donnent des stratégies. Sauf que s'il Mm. n'y a pas la guérison derrière pour voir où se trouve le nœud et comment est-ce qu'on peut le défaire, ben alors il se passe rien. Donc nous, Ouais. dans nos rencontres, on met énormément de, de cadres et beaucoup de propositions en fait très pratiques de comment est-ce qu'on peut revenir à soi et aller vers l'autre. Et par Ok. là, et comment est-ce que le processus de guérison peut se mettre en place. Yes. Merci Kate pour ce petit message et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Pour rebondir sur justement cette dimension de partage, la dimension humaine et donc le village que vous avez mis en place, Sandrine et toi. Euh, En rejoignant le village, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Qu'est-ce que vous nous apportez? De quelle manière vous nous aidez, accompagner, voilà, à travers nos idées de projet? Ben, la première chose, au-delà même de qu'est-ce que le village concrètement, c'est des gens, quoi. Donc, c'est des super gens. Tu vois. Donc, les gens qui viennent à nous sont des gens qui sont vraiment en lien avec l'ouverture du cœur. Globalement, c'est ça, je dirais, l'axe vraiment principal. C'est un chemin de croissance personnelle au service de l'entrepreneuriat et inversement. Donc, ce qu'on y trouve dans le village, c'est des chouettes gens. Ça fait déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas beaucoup de chouettes gens, ou alors on ne sait pas qu'ils sont chouettes parce qu'il n'y a pas il y a pas le système mis en place pour pouvoir vraiment rentrer en lien. Donc, très concrètement, en fait, aujourd'hui, le village, c'est une plateforme web qui pourrait ressembler à un groupe Facebook, mais en mieux, c'est-à-dire qu'on est en dehors de tous les majors Google, Facebook, Amazon et tous les GAFAM. On a voulu sortir de cet écosystème-là pour ne pas être pollué par les distractions, la publicité, etc. Et vraiment avoir un endroit où les gens se sentent libres de communiquer. J'ai regardé les statistiques d'ailleurs du système récemment. Il y a énormément de messages qui sont échangés entre les gens. Nous, évidemment, on ne peut pas lire les messages, mais il y a beaucoup Mhm. d'interactions entre les villageois. Et ça, c'est Ok. vraiment ce qu'on veut. C'est que les gens Mhm. puissent y trouver une source d'inspiration et de rencontre. Et maintenant, d'un point de vue très concret, Sandrine et moi, on joue un rôle de mentor au sein du village. Euh, je ne sais même pas si le mot mentor est bon. Donc, il y a plusieurs rôles qui sont joués. Des rôles de sage, entre guillemets, même si on est en chemin aussi, ok, on ne se prétend pas plus sage que les autres, mais c'est une posture qu'on prend aussi de se dire, ben voilà, on a fait une partie du chemin et on se pose avec les gens, on est parmi vous, on n'est pas au-dessus de vous. On est là pour cadrer une discussion et écouter et puis apporter des éléments de réponse en fonction de notre niveau de conscience actuel. Donc, il y a une posture de sage, il y a une posture de coach, parce qu'on a des programmes d'accompagnement pour des gens qui se disent, ben voilà, je veux lancer un projet, je veux créer une communauté. On a un programme de coaching qui s'appelle Business de cœur. Et puis, on a un rôle de mentor aussi au sein d'un groupe mastermind où là, on a des gens qui sont à notre niveau de succès, entre guillemets, ou de business, et avec qui on se réunit régulièrement pour faire avancer les business de chacun, quoi. Donc voilà, Ok. ça, tu vois, on joue plusieurs rôles. Et donc, ce que les gens viennent trouver dans le village, ce sont des rencontres mensuelles sur Zoom à travers des événements qu'on appelle clarté totale. Donc, Ouais. clarté totale, c'est pour vraiment travailler sur quelle est ma vision, quelles sont les actions à mettre en place, etc. Des moments de célébration et des ateliers proposés par les membres du village. Ok. Alors, avant de continuer sur ce volet-là, je suis curieux de te questionner sur une partie plus personnelle, mais qui justement fait partie aussi de ton travail, de tes accompagnements, parce que ça peut intéresser et être utile pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, puisque vous menez ça ensemble, ta compagne et toi. Comment ça se passe concrètement dans votre relation? Comment vous gérez le plan relationnel, donc couple, et en même temps l'aspect travail, parce que on sait que pour beaucoup de personnes qui ont essayé, c'est pas toujours évident. Il y a un domaine qui amène des tensions sur l'autre.
il peut y avoir les tensions dans le couple qui se répercutent sur le travail, il peut y avoir des tensions dans le travail qui se répercutent sur le couple. Je trouve ça super intéressant de te demander comment vous gérez ça, comment vous vivez ça. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse qui me viennent. La première chose à dire, c'est que euh, ça peut être compliqué. Donc, je ne vais pas faire genre que tout est facile et fluide. Tu vois. C'est un travail, mais tout comme tout le reste, en fait. C'est-à-dire que c'est comme le chemin entrepreneurial, la relation de couple dans l'entreprise est en soi un moyen de grandir et de comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui nous va bien et qu'est-ce qui nous agace. Tu vois. Donc, c'est en soi un terrain de jeu et un terrain d'apprentissage énorme. Maintenant, par rapport à ta question, le premier élément qui me vient, c'est un partage de vision. Je vais développer par la suite. Le deuxième élément qui m'est venu, c'est le profond respect et admiration de l'autre dans ses forces. Et puis, le troisième élément, ça va être plutôt lié à l'équilibre qui rejoint cette idée de trouver sa place et de prendre sa place. Parce que ici, on est dans la voie des hommes, ça s'adresse aussi aux femmes. Il est question de trouver non pas d'effacer le féminin et le masculin dans ce qu'il a de plus sacré, mais de voir comment ils se complètent en fait, plutôt que de vouloir le lisser. Et donc par rapport au premier élément, le partage de vision, on a fait le choix, Sandrine et moi, à un moment de poser une vision pour notre famille, tu vois, de se dire quel genre de famille on veut être avec nos enfants. Et on a, en regardant un dessin animé je sais plus comment ça s'appelait, ce dessin animé que les enfants regardaient, un truc avec une famille qui explore les fonds marins. Je sais plus le nom. Ça me dit rien. Non, mais c'est pas très connu. Et du coup, ils disent, voilà, nous sommes une famille d'explorateurs des fonds marins. Et nous, on s'est dit, on va être une famille d'entrepreneurs explorateurs. Voilà, donc, on a posé ça quand ils étaient tout petits. Mhm. Depuis qu'ils sont nés, on dit, on va parcourir le monde, ça va être fou, quoi. Tu vois? Donc, il y a une vision on veut découvrir le monde et faire découvrir le monde à nos enfants. Et aujourd'hui, ils sont vraiment dans cet état, eux aussi, d'éveil et de connexion à l'entrepreneuriat, au voyage, à l'ouverture d'esprit. Bon, alors, ça reste des gamins, hein, je veux dire, ils sont pas, c'est pas des Jésus, mais ils sont quand même vachement ouverts à tout ça. Et comme on a cette vision commune, mais évidemment, ça facilite les moments plus difficiles de se raccrocher à la vision en se disant, attends, est-ce qu'on veut être une famille planquée et retrouver un boulot ou est-ce qu'on reste une famille d'entrepreneurs explorateurs, tu vois. Et juste d'être en lien avec cette vision, ça permet de décliner des comportements, des actions, des croyances qui nourrissent la vision. Et c'est difficile d'avancer en couple dans un truc aussi énorme si ce n'est pas en étant vraiment aligné sur qu'est-ce qu'on veut de la vie ensemble. Ouais. Donc ça nous Ouais. permet de recaper régulièrement quand il y a des divergences, de dire, bah, attends, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va? Ensuite, il y a l'aspect respect et admiration. Je pense que c'est important de pouvoir être toujours en conscience de qu'est-ce que l'autre apporte à l'entreprise que moi je n'ai pas et se Ouais. dire, et tant mieux si elle le fait. Par exemple, dans notre couple, moi je me suis très fort intéressé à la psychologie via la PNL et tout ça. Au début, ça a créé de la tension parce que Sandrine disait, bah, attends, moi je suis psychologue, toi tu es ingénieur, pourquoi tu commences à faire de la psycho, tu vois, laisse-moi mon métier, quoi. Et je dis, mais écoute, moi je suis passionné par la PNL, etc. Donc au début, on était un peu en tension avec ça, qui va, quand on a un client, qui s'occupe de la partie psy, etc. Donc on a voulu d'abord clairement séparer les deux en disant, ben, Nicolas fait de la stratégie, Sandrine fait de la psycho. Et avec les années, en fait, les deux Sandrine est devenue très bonne en marketing avec une dimension plus féminine, plus connectée, plus intuitive. Et moi, je suis devenu très bon en psychologie avec une dimension plus mindset d'excellence, quoi, je dirais. Donc, dans le respect et l'admiration de ce que l'autre fait, on peut grandir soi-même et aussi laisser à l'autre son excellence. Dire, ben voilà, moi, il y a des moments maintenant où, en retraite, autant avant, je dis, attends, là, c'est moi qui vais le faire parce que je parle mieux ou je parle plus fort. Maintenant, je ferme ma gueule, je la laisse faire. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est bon juste de laisser faire et de profiter aussi. Et ça s'apprend avec les années. Euh, et je vais revenir sur la troisième point de l'équilibre, du coup, qui à un moment donné a failli péter pour nous dans notre couple. C'est que moi, j'avais travaillé comme ingénieur dans des grosses boîtes où j'avais des équipes à gérer. Pas des grosses équipes, enfin quand même 10-12 personnes. Donc j'avais développé un leadership très corporate, en mode
résultats, évaluation trimestrielle, annuelle. Enfin, j'étais un peu dans ce moule-là. Et quand on a commencé à bosser ensemble, je traitais un peu Sandrine. C'était pas malveillant, mais je faisais un peu c'est moi le boss. Et parfois, je la prenais un peu pour mon assistante, en gros. Et je dis, avec le recul, je trouve ça ridicule, mais dans le moment, je m'en rendais pas compte, tu vois. D'accord. C'est juste que je voulais déléguer des tâches et à un moment, elle m'est tombée dessus en me hurlant dessus, en disant je suis pas ta secrétaire et j'ai pas démissionné pour travailler avec un connard de patron à la maison, quoi. C'est hors de question. Et donc moi, j'ai dû travailler mon leadership plus en mode plus féminin et elle a pris sa place avec un leadership plus masculin. Elle avait sa part du chemin à faire aussi, hein, parce Bien sûr. elle aime bien elle aime bien me suivre. Et Hmm. on avait pris l'analogie à l'époque tu vois, les sidecars, quand tu as une moto avec un truc à côté, là. Ouais, ouais. Elle m'avait dit, voilà, j'ai l'impression que toi, tu roules à fond sur ta moto et que moi, je suis dans le sidecar, les cheveux au vent. Mais en fait, je veux ma moto, quoi. Je veux pouvoir m'arrêter sur le côté, je veux pouvoir accélérer si je veux, etc. Et donc ça, c'est le travail que nous, on a fait, de se dire, est-ce qu'on peut être sur la même route, dans la même direction, avec la même vision, mais chacun sur sa moto. Et c'était Yes. un travail de plusieurs mois, plusieurs années qu'on continue à travailler, mais je crois qu'on a trouvé un meilleur équilibre aujourd'hui de qui apporte quoi, quand. Hmm. Euh, et c'est un très beau moyen de grandir aussi à titre personnel, de se développer dans le couple. Et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, qui parfois ont des difficultés dans le couple, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, parce qu'on a eu, on a traversé des crises aussi, c'est de se dire qu'est-ce que ça vient me faire travailler. Et Mhm. pour paraphraser Tony Robbins, une question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Hein, de pouvoir se dire, c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi? Quelle attitude est-ce que je suis en train d'avoir? Et qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ou si j'étais moins conne pour les femmes? C'est juste se dire, est-ce que je peux élever mon niveau de sagesse et voir ce qui est en train de se jouer dans le couple et qu'est-ce que ça vient me faire travailler, quoi. Hmm. Merci, merci pour autant de transparence. C'est très très beau, très très beau. Et justement, je pense que c'est ce qu'on a besoin d'entendre parce que c'est bien beau de regarder des films, mais on sait très bien que la réalité, c'est très différent. Et justement, les témoignages de personnes qui, comme vous, euh, mettent en place ce type de projet sur autant d'années et arrivent à accueillir les difficultés, les dépasser, c'est justement ce qu'il y a de plus vrai et de plus inspirant. Parce que ça fait partie de la vie. On a à accueillir les difficultés, on a à observer, on a à prendre en considération beaucoup de choses qui vont se présenter et qui vont nous permettre de nous ajuster à chaque fois, c'est ce que tu viens de dire, hein, avec l'image du sidecar par exemple. Donc on a à s'ajuster au fur et à mesure et c'est toujours pour le mieux, j'ai envie de dire, si on est capable effectivement de regarder et de prendre en considération ce qui se présente. Je suis curieux de continuer un peu plus sur le volet famille avec toi, parce que je vous ai entendu dire l'un et l'autre comment vos propres enfants vous inspiraient dans la mise en place de votre activité, de vos projets, de vos accompagnements. Euh, Est-ce que toi, tu peux m'en dire un peu quelques mots là-dessus? Alors, je sais que Sandrine, je l'ai entendu parler de ça, de comment vous pouvez vous inspirer du naturel peut-être de vos enfants, en tout cas de comment eux fonctionnent. Qu'est-ce que ça peut inspirer chez vous et voilà, dans vos propositions d'accompagnement et dans J'entreprends ma vie? C'est une belle question, ça. Euh, En fait, je suis en train de me dire en t'écoutant il y a deux dimensions quand on est parent. Euh, J'essaye d'écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur face à cette question. Est-ce que je pourrais te faire une réponse bateau, mais j'ai pas envie de. En fait, je me dis qu'en tant que père, en tout cas, je vais parler en jeu, en tant que père, j'ai un rôle de d'élever mes enfants. D'ailleurs, on dit il faut élever ses enfants. Donc, élever, c'est pas juste leur apprendre à manger correctement ou à être poli. Élever, c'est élever la conscience aussi, c'est s'élever. Et du coup, les enfants nous inspirent, mais surtout, je pense qu'il y a la dimension comment est-ce qu'on veut, nous, inspirer nos enfants et de remettre vraiment ça en place parce qu'il y a une tendance actuellement, j'entends les discours de dire voilà, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle nous inspire, etc. Mais nous, en tant qu'adultes, on ne doit pas se déresponsabiliser de quelle est l'image qu'on veut donner à nos enfants et quelle responsabilité nous, on prend à créer le monde dans lequel ils vivront demain.
Parce que oui, c'est eux qui vont bâtir le monde de demain, mais là, maintenant, c'est nous, on est en train de se parler tous. Dire les politiciens actuels, ils ont notre âge là. Ça y est, on est. Je sais pas quel âge tu as, Marius, mais c'est à Moi, nous j'ai de faire le 40. boulot là pour l'instant. Oui, oui, Donc, clairement. c'est à nous de faire le taf. Donc moi, la question que je me pose en tant que père, c'est quel monde j'ai envie de montrer aux enfants? Euh, Quelle est la beauté à laquelle ils peuvent avoir accès aujourd'hui? En quoi ça peut les inspirer, eux, à devenir des hommes? Parce que c'est deux petits gars de mon côté, et puis ça marche aussi avec les filles, évidemment, mais quel genre d'homme ils veulent être demain, quoi. Oui. Et donc, quand on a décidé de faire ce tour du monde en famille, c'était aussi avec l'intention d'inspirer nos enfants à montrer que oui, c'est possible de voyager tout en générant de l'abondance, que oui, il y a d'autres manières de vivre que ce qu'ils ont vu de la Belgique, qu'on ne vit pas pareil à Bali, en Inde, qu'à Bruxelles. Et d'ailleurs, on a le plan de repartir vers l'Amérique du Sud et Amérique centrale à la rencontre des peuples premiers là-bas, parce qu'on veut continuer ce mouvement-là. Et donc, nous, je pense qu'on les inspire beaucoup. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, et je veux continuer à inspirer mes enfants le plus longtemps possible, euh, parce que ça me nourrit, mais surtout parce que et puis, effectivement, les enfants, eux, nous inspirent dans notre chemin de par l'effet miroir que ça nous fait vis-à-vis de nos enfants intérieurs. C'est-à-dire de voir un enfant qui rêve, de voir un enfant qui s'ébahit devant… là, à Lanzarote, on était en vacances là, cette semaine. On est rentré dans une grotte qui est une coulée de lave d'1 kilomètre qui rejoint un volcan à la mer. Le regard des enfants sur cet élément-là est juste extraordinaire. C'est de pouvoir s'émerveiller à nouveau de la grandeur de la nature, de la beauté de la vie, de tout ce qu'il y a à découvrir, et de regarder la vie avec le regard d'un enfant. Donc ça nous inspire régulièrement, c'est de se rappeler que c'est Arnaud Rioux qui dit souvent: le monde ne manque pas de merveilles, il manque d'émerveillement. Et c'est vraiment revenir à ça nous inspire. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, j'observe chez mes enfants des choses qui n'existent plus dans leur monde actuel et qui peut-être existaient dans notre monde quand on avait leur âge. Je parle de racisme, ça n'existe plus. Pour eux, en tout cas, il y a plus même de blagues liées aux différentes cultures comme on pouvait le faire quand nous, on était gamins. Enfin, c'est ce que j'observe. Il y a très, très peu de jugement ou de discrimination sexuelle aussi envers les filles. Il y a quelque chose… D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui pensent vraiment en mode non-genré pour l'instant. C'est vraiment un phénomène qui, parfois, moi, m'échappe, mais qui est très, très flagrant. D'ailleurs, j'avais vu une petite fille à l'école, elle se trimballait avec la couronne de la galette des rois. Une petite fille avec des longs cheveux, avec sa couronne. Et elle dit: je suis le roi, je suis le roi. Je dis: non, tu es la reine. Elle dit: non, non, je suis le roi. Je dis: ah bon, mais tu es une fille ou un garçon? Elle dit: ben, les deux. Tu vois. Donc, il y a quelque chose d'incroyable dans cette génération qui vient vraiment, je pense, diminuer tous ces phénomènes de discrimination ou de différenciation. Et en même temps, le monde est en train de se polariser. On le voit au niveau des conflits, des guerres, du Covid. Enfin, tout ce qui se passe a tendance à repolariser les extrêmes. Et la nouvelle génération est vraiment là pour venir nourrir un nouveau courant, je pense, hein, je l'espère vraiment, qui est un courant de paix, en fait, et de non-jugement. Et je pense que c'est notre rôle à tous là maintenant de donner à nos enfants l'opportunité de créer ce monde-là et de faire cette transition. Et j'ai l'impression qu'il y a une guerre à mener, mais pacifique là en ce moment. Tu vois, quelque chose de… C'est ce que tu fais avec ce festival, Marius, et bravo pour ça. Mais il y a un combat de guerriers de lumière à mener. Il y a un combat de… Je ne sais pas comment amener ça. C'est pas combat le bon mot, mais il y a vraiment des intentions fortes à poser et des actes forts pour venir calmer, pour venir se déposer, pour réinjecter de l'amour et faire en sorte que nos enfants puissent créer ce monde-là. Mm. Donc c'est Oui. ça qui m'inspire, mes enfants. Ils me donnent envie de continuer à faire ce que je fais et de le faire avec la bonne intention, en fait. Oui, je te rejoins. Il y a à investir euh, cet espace d'amour, cet espace de bienveillance, cet espace d'entraide, cet espace de joie, enfin de sens même, tu vois, qui fait lien avec tout ce dont tu parles depuis le début. Toi, tu es passé par ces crises. Il y a eu cette rupture avec cette routine, métro boulot dodo.
Donc, il y a vraiment la dimension du sens aussi que j'entends à travers ça, même à travers ce que tu proposes sur le plan humain, la mise en relation, le fait d'avancer ensemble. Tout ça, ce sont des choses qui font sens et qui nourrit profondément, je pense, l'être des personnes, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, je pense qu'on a tous besoin de ça, que pour certaines personnes, c'est déjà très conscient et choisi, et pour d'autres, pas encore tout à fait, mais ça n'enlève pas que je pense que le besoin est tout aussi fort, Mm. même quand on n'en a pas conscience. Ouais. Et d'ailleurs, les crises dont tu parlais, je trouve ça très révélateur aussi. Bon, je pense que c'est pas nécessaire de passer par des crises qui permettent la prise de conscience et donc du coup les transformations qui vont avec pour aller plus loin dans sa vie. Je pense que ça peut se faire aussi par d'autres biais, parfois plus doux, etc. Mais c'est intéressant de voir comment la vie nous met dans les situations pour pouvoir accéder à de nouveaux espaces, pour pouvoir accéder à de nouveaux possibles. Voilà. En tout cas, j'avais envie de rebondir sur tout ça parce que je Ouais, trouve je qu'il suis y a tout à fait vraiment. d'accord. Ouais. Euh, je reviens vers, parce que du coup, tout ça, ça évoque aussi quelque part le titre de ton livre, qui est complet plutôt que parfait. Et on est aussi dans une société enfin, voilà, qui amène à produire, à amener, yes, super, qui fonctionne en termes de résultats, etc. Et donc, du coup, on se met beaucoup de pression et même vis-à-vis des autres, on veut paraître parfois parfait, etc. Donc, du coup, le complet, je pense que c'est très différent, mais je te laisse, je te laisse en parler. Euh, voilà. Euh, En fait, c'était mon chemin c'est mon chemin de guérison à moi, ça. J'ai toujours voulu être monsieur parfait. Enfin, voulu, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'étais vraiment en lien avec cette quête d'excellence et de perfection qui part d'une blessure, en fait, de ne pas être assez. Donc, Mhm. petit garçon, j'étais assez chétif. Je me faisais racketter dans la cour de récré, mais Léo, par un certain Fabrice. Fabrice, si tu nous entends, sache que j'étais en tête. Ah, mais toi aussi, ok. Et du coup, je me suis construit une personnalité de performeur ou de vouloir tout bien faire et d'être au-dessus des autres pour reprendre du contrôle et reprendre du pouvoir. Je pense que c'était ça. Je commence à conscientiser, enfin, ça fait plusieurs années que je bosse sur moi, mais ça revient régulièrement. Ce côté, attention, il y a parfois danger, le monde peut être mauvais, les gens peuvent être méchants, donc je dois être fort. Et pour être fort, ma manière à moi, c'est pas les muscles, c'est d'être capable de faire mieux que les autres. Et donc, je suis parti dans une quête de perfectionniste qui m'a fait faire des chouettes trucs. Tu vois, si je fais un peu le bilan de ça, ça m'a permis de bien travailler à l'école, ça m'a permis de faire des belles études, ça m'a permis de décrocher des bons jobs, ça m'a permis de faire un beau mariage, ça m'a permis d'organiser la fête de l'école à la sortie de mes secondaires. J'ai fait tout un montage vidéo à l'époque, c'était encore tout nouveau de faire des montages sur l'ordinateur. Ça avait fait un tabac, les gens avaient acheté la cassette vidéo. Enfin, j'ai fait un concours de culinaire là, à la télé, un dîner presque parfait que j'ai gagné, parce qu'il y a une quête d'excellence. Et en Mhm. fait, la quête d'excellence, c'est un gros piège. C'est un gros, gros piège. En tout cas, la quête de perfectionnisme, c'est pas encore la même chose. L'excellence, ça peut être une quête, autant le perfectionnisme, c'est plutôt un- le perfectionnisme, moi je vois ça comme le gap entre tes attentes et ta réalité, ce qui est une source de souffrance permanente en fait. Mhm. Et donc, moi, je suis parti avec ce voyage autour du monde en mode perfectionniste, en disant, notre voyage va être parfait. C'est-à-dire que je m'étais imaginé de voir plein, plein de pays, de gagner plein d'argent sur Internet, en mode la semaine de 4 heures, de pouvoir faire venir une équipe pour faire un film. Tu vois, je me suis dit, je vais prendre un caméraman avec nous, je vais prendre un monteur à distance. Et au fur et à mesure que notre voyage approchait, parce qu'on avait notre billet d'avion, mon monde s'est un peu déconstruit. En fait, là, je me suis mis trop de pression et ça a fait Mhm. partie du burn-out que j'ai vécu là-bas, Ouais. avec cette sensation de manque, en fait. Je me suis senti comme une grosse merde en mode, OK, maintenant je suis à Bali, mais en fait, l'argent tombe pas tout seul sur Internet. Problème. J'ai revendu ma voiture à un arnaqueur, donc j'avais une enveloppe de 15 000 euros en revendant ma voiture que j'ai jamais vue parce qu'il m'a fait un faux virement. Donc la vie m'a dit, tu sais quoi, tu pars, tu n'auras pas un bal et démerde-toi.
Et donc, il y a eu toute une succession de trucs où je me suis vraiment senti comme une merde. Et au plus on est perfectionniste, au plus on est fier quand ça marche, mais au plus on se sent comme une merde quand ça marche pas. Mhm. Et donc, je me suis mis dans ce piège-là et je vous l'ai raconté tout à l'heure. Donc, Bali et puis l'Inde, etc., c'était un processus pour moi initiatique de guérison et de revenir à, en fait, je suis assez et j'ai besoin de rien pour être bien. Je Mhm. pense, je crois que c'était chez Amma. On était, je ne sais pas si tu connais Amma. Oui, oui, oui. Je On suis allé à était son dans, ashram aussi. Oui. ah, génial. Ouais, on était Ouais. dans son ashram dans le Kerala. Et là-bas, enfin, c'est pas j'ai reçu, enfin, j'ai reçu et j'ai ressenti un profond message de t'as besoin de rien pour être bien, quoi. Vraiment, c'était Mhm. limpide. C'était limpide. Ok. J'avais juste un maillot, un t-shirt et la vie a jamais été aussi belle que chez Ama, tu vois. Donc, Ouais. même s'il y a des choses qui m'ont pas convenu là-bas et que j'aurais pas pu y vivre 2 ans, mais globalement, c'était une expérience de simplicité extrême avec un bonheur inouï d'être juste avec mes enfants et ma femme, en fait. Ouais. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est que quand je suis revenu en Belgique, j'ai vécu un vide spirituel assez intense. Parce que je suis revenu en mode, ok, maintenant on est de nouveau en Belgique, il faut refaire tourner le business, on va relancer tel truc. Et je me suis déconnecté de ce qui m'avait fait du bien au niveau, je ne sais pas si le mot est prière, mais en tout cas méditation et prière. D'ailleurs, enfin, je veux dire, à table, on faisait des mantras indiens régulièrement avec les enfants. On a commencé à oublier ça, à le Mhm. sortir. On faisait du rituel du feu régulièrement, on n'en faisait plus. Enfin, et Mhm. j'ai été appelé à vivre une expérience spirituelle forte en Europe pour me reconnecter à ça. Et j'ai décidé de faire une initiation à l'ayahuasca. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Je connais Euh, en tout cas. ouais, bah voilà. Enfin bref, bon, c'est un truc interdit, donc on n'est pas censé trop en faire la promotion. Mais globalement, pour ceux que ça intéresse, c'est une médecine ancestrale qui vient d'Amazonie, qui est très présente au Pérou et c'est un processus initiatique chamanique qui permet de voyager à l'intérieur de soi. C'est là une prise de substance, hein, c'est une plante de liane qui s'appelle l'ayahuasca et qui fait un voyage intérieur. C'est un peu comme un Netflix à l'intérieur de vous pendant toute la nuit. On a tous des épisodes de vie avec des clés de compréhension et on attend le prochain épisode. Donc c'est une drogue, mais c'est avant tout une médecine. C'est-à-dire que c'est pas, on fait pas ça pour le plaisir, mais c'est un voyage intérieur et spirituel assez intense. Et c'est là que la plante est venue me parler, vraiment, c'était hyper clair, sous forme d'une vieille grand-mère qui Mhm. m'a, à qui j'ai posé la question, montre-moi s'il y a vraiment quelque chose de plus grand que tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que la 3D? Parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, etc. Et je dis, voilà, moi, c'est ça mon questionnement. J'ai vu plein de choses en Inde, à Bali, j'ai vécu plein de choses, mais qu'est-ce qui me reste de tout ça, en fait? Et là, la plante m'a répondu, t'es pas prêt de voir tout ça, sinon tu vas partir en live, mais je vais te montrer un échantillon si tu te dresses comme un guerrier. Si tu te mets debout comme un guerrier, je te montre un échantillon. Donc, c'était ça le message. Et je me suis battu contre moi-même pendant environ 4 ou 5 heures à arriver à me mettre debout parce que j'étais figé dans mon sac de couchage. Et c'était ça mon combat à moi, c'était de me mettre debout comme un guerrier. Et j'ai compris qu'il y avait un monde de possibilités extraordinaires à découvrir. Puis je me suis recouché assez abasourdi. C'est difficile à vous décrire, mais Mhm. vraiment parce que j'ai eu vraiment une vision de l'univers, quelque chose comme ça, enfin de la grandeur du monde en fait, et de mon monde intérieur. Et le message après, c'est tu es complet plutôt que parfait, montre-le au monde. Donc c'est ça la Mhm. phrase qui m'est venue. Donc je l'ai noté pendant cette nuit-là et j'ai décidé Wow. d'en faire le titre du livre. Mhm. Euh, et être complet, c'est quoi? Ben, c'est ce que la plante m'a fait visiter pendant toute cette nuit et que j'ai vécu à Bali en Inde, c'est d'aller à la découverte des différentes parties de soi. Je ne suis pas le premier à le dire et tout le monde vit ça à sa manière, mais c'est de réconcilier l'ombre et la lumière, on parlait d'alchimie tout à l'heure, c'est de pouvoir être en conscience avec le fait qu'en moi, il y a de la paix et de la violence, il y a de la colère et de la douceur, il y a du masculin et du féminin, il y a des fantasmes acceptés, non acceptés, et que tout ça, en fait, fait qui je suis, et qu'il y a beaucoup plus de bonheur à la clé à accepter sa complétude et d'être toutes les facettes plutôt que de vouloir être parfait dans un seul de ces modèles, quoi. Donc, voilà, la réponse est un peu longue, mais c'est ça, Marius, qui m'a amené à écrire ce livre, tu vois. Non, elle n'est pas longue, elle est parfaite. Elle est parfaite parce que Elle est tu nous complète, en fait. amènes. En tout cas, tu m'as amené dans ton expérience. Je ne sais pas ce qu'en pensent
les participants. Mais ouais, c'est très, très fort ce que tu viens de partager et très, très personnel. Et c'est un beau partage. Je te remercie vraiment pour ça. Et le titre de ton livre, à travers le récit de cette expérience très forte, euh, est d'autant plus puissant. Euh, quand on a les éléments comme tu viens de nous le donner, là, moi, je peux facilement me retrouver là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai un côté perfectionniste très, 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 très important, que j'apprends au fur et à mesure des années à assouplir. J'apprends à réduire en me disant, non, tu as envie de faire tout ça encore, mais c'est déjà très bien. Donc, j'apprends à apprivoiser ça. Et la dimension d'être complet, écoute, déjà rien qu'avec l'exemple dont tu parlais à l'Ashram Dhamma, c'était déjà très, très parlant pour moi. Et je pense qu'on peut être très nombreux comme ça avec nos modes de vie occidentales, euh, des fois, parfois à contacter cette simplicité, ce bonheur très, très simple en tout cas, euh, en dehors de, de cette crainte de manquer, enfin, ce que tu as pu évoquer aussi plus tôt. Enfin bref, je reviens en tout cas à ton expérience et le titre de ton livre, c'est très, 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 très fort. Euh, ouais, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Puis tu sais, quand on dit, quand tu me confies que toi aussi tu es très perfectionniste, etc., ce qui est important, je pense, c'est de rester en lien avec la quête de l'évolution qui, elle, est très saine et qui est très humaine et qui nous fait faire de grandes choses. Là, tu réalises cette première édition de ton festival, c'est parti d'une vision et d'une mise en action. Et s'il n'y avait pas une partie de toi qui est en mode perfectionniste, il y a beaucoup de choses qui n'auraient juste pas eu lieu. Et il y aurait beaucoup de gens que tu n'aurais même pas réussi à convaincre de te rejoindre. Donc, c'est important d'honorer aussi cette partie de nous qui veut exceller, qui veut bien faire les choses, qui veut rendre service, qui veut faire en sorte que ce soit beau aussi. J'ai vu toutes les pages que tu as créées, etc. On voit qu'il y a une recherche de beauté, d'esthétique, de sens. Et tout ça est très honorable. Donc, il faut faire attention à ne pas tuer le perfectionnisme par une forme de enfin, ne pas confondre lâcher prise et laxisme, tu vois. C'est Ouais. important, pour moi, de poser des actions très intentionnelles et de lâcher prise sur les résultats parce que sinon les attentes nous font souffrir. Par contre, poser des actions intentionnelles, cette partie-là, elle reste très saine selon moi. Et moi, je continue à avoir des grandes visions et j'ai envie de rester dans une quête d'excellence parce que je sais que ça me fait faire beaucoup de choses. Par contre, si c'est pour se rendre malade derrière en se disant c'est pas comme je veux, c'est toujours pas assez, au final, on n'est jamais heureux. On va toujours être dans c'est quoi qui me manque plutôt que de voir waouh, voilà ce que j'ai accompli, quoi. Yes. Ouais. Merci pour cette précision et merci Isabelle pour ce petit commentaire. J'ai aussi envie de rebondir rapidement sur ce que tu parlais quand tu parlais justement de tout ce que l'on porte, enfin, en effet du masculin, du féminin, des parts d'ombre et de lumière, des fantasmes avoués et reconnus, celles qui ne le sont pas, et de tout ça. Moi, ce qui me vient à chaque fois, parce que donc, je suis sur un chemin spirituel et donc je partage parfois avec des amis, des proches ou dans le cadre de stages, de communautés, enfin bref, il y a eu beaucoup d'expériences de mon côté. Et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est en fait, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas il s'agit quelque part de reconnaître que c'est même pas le lot d'une personne ou de mon lot à moi. Enfin, j'ai le mien, bien entendu, mais c'est ce que l'on porte tous. En fait, on a tous notre lot. Et en fait, dans ce lot-là, on a tellement, tellement nous comprendre les uns les autres. Euh, pour l'instant, il y a encore trop de choses qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas montrer. Et c'est normal. C'est parfaitement normal parce que derrière, il y a aussi la peur du jugement, etc. Et de comment tout ça va euh, va peut-être affecter les relations, les liens, etc. Donc c'est normal d'avoir aussi ces mécanismes et de ne pas être complètement transparent avec tout ça. Mais par contre, lorsqu'on est dans des espaces pour le faire, on réalise que on a largement de quoi se comprendre parce qu'on se dit, ah mais toi aussi, tu as ce truc-là qui est pourri, qui t'emmerde. Et je me dis, ça pourrait tellement changer. J'emploie des mots forts. J'ai l'impression que ça pourrait tellement changer la face du monde que de simplement reconnaître qu'en fait, on est tous pareils. En fait, je raisonne vraiment avec ce que tu dis. Je pense que c'est très, très important.
Je voudrais juste nuancer, mais c'est mon point de vue, tu vois, on est tous pareils versus on peut tous se faire miroir sur certaines facettes, hein, parce qu'on est tous très Yes. complexes. Ouais, Et donc, tous pareils, je ne sais pas. ouais, Je côtoie des gens qui sont très différents de moi et en même temps, on va se retrouver à un moment donné sur un sujet où on va se faire miroir. Et ça peut être ouais. soit du renforcement positif, c'est-à-dire, ah, ben, il vit la même chose que moi, on peut s'entraider, ou bien quelque chose qui peut paraître au premier abord plus négatif, qui peut vraiment venir nous agacer, par exemple, quelque chose qu'on déteste chez l'autre, vient souvent nous faire travailler sur une partie de nous qu'on n'avoue pas ou qui est une part d'ombre refoulée ou juste quelque chose avec lequel on n'a pas fait la paix, quoi. Ou une blessure passée, hein. Mon épouse Sandrine travaille beaucoup sur les blessures des ancêtres et ce qu'on porte au niveau intergénérationnel, enfin, non pas intergénérationnel, comment on dit ça? Euh, Transgénérationnel plutôt. Générationnel. Et il y a des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas et qui sont extrêmement puissantes dans notre psychologie. Et donc, tout ça pour dire que ouvrir, ouvrir un espace de parole avec les gens, c'est toujours positif. Que ça vienne nous faire pleurer, nous mettre en colère ou nous faire rire ou nous faire pleurer de joie, c'est toujours positif parce qu'on vient guérir à chaque fois des facettes de nous qu'on a, soit qu'on reconnaît enfin, on se dit j'honore ça, soit ah, celle-là, je ne l'avais pas vue depuis longtemps et elle est très présente en moi. Et, Yes. euh, et effectivement, j'ai la même croyance que toi que ça peut vraiment changer la face du monde si les gens s'octroient cet espace de parole. C'est pour ça que nous, dans nos rencontres, on ouvre toujours des cercles de parole qui sont vraiment ritualisés et sacrés, c'est-à-dire qu'il y a un bâton de parole, il y a un temps de parole pour chacun, et le cercle nourrit. Et quand on laisse une personne s'exprimer depuis son cœur en jeu, il se passe des choses extraordinaires pour la personne, mais surtout pour toutes celles qui l'écoutent et qui se disent, bah, moi aussi j'ai ça, moi aussi je reconnais ça. Et j'honore Yes. cette partie-là. Et là, la guérison opère. Mm. Yes. Merci, merci pour les précisions. Et on arrive bientôt à la fin de l'heure de ce bel échange, très très bel échange. Euh, on a pas mal, enfin, on a déjà parlé du village. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelques mots, mais j'invite aussi les personnes qui nous suivent donc à voir directement sur ta page, donc le lien qui a été mis, où Ouais. tu permets de découvrir, en tout cas d'avoir accès au service du village pendant 30 jours gratuitement. Ouais. Ouais, bah en fait, il faut voir ça comme, je sais pas, à Auroville, on peut aller faire un tour, découvrir un peu ce qui se passe. Et puis il y a des gens qui décident de s'y installer, d'autres qui font que passer. Donc on a Ouais, voulu créer le même type d'expérience, mais avec un engagement qui est marqué dès le départ. C'est-à-dire que on veut pas juste ouvrir à des touristes, tu vois, qui viennent juste pointer, regarder un peu, puis faire un commentaire, puis partir. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est effectivement un système de 30 jours offerts, même si c'est trop. Enfin, est-ce que c'est 30 jours offerts? J'en sais pas. En fait, c'est vous ouvrir les portes d'une expérience avec Sandrine, moi et l'ensemble des villageois pendant 30 jours sans qu'il y ait d'implication financière directe pour vous. Et au bout des 30 jours, ben, si vous souhaitez rester, on a mis en place un système d'abonnement qui permet de rester dans les activités du village avec une formule soit par mois, soit à l'année qui permet de vivre les rencontres de coaching en groupe, qui permet de rencontrer les autres personnes, de participer aux ateliers offerts par les villageois, peut-être de vous-même offrir un atelier. Donc voilà, c'est un écosystème qui va continuer à grandir, qu'on va nourrir énormément dans les années qui viennent. Donc on est très très heureux de ce qu'on a réussi à créer. Il y a déjà, je pense, une centaine de membres actifs dans le village. Donc voilà, c'est formidable et on veut faire grandir cette communauté-là. Et puis c'est une façon aussi de découvrir notre univers, de voir comment vous vous sentez, si vous vous sentez à la maison chez nous, quoi. C'est ça. Ah, par contre, je t'entends plus, Marius. Ah, je pense que ça a coupé le micro. Ouais. effectivement, oui, j'ai coupé à cause des bruits autour. Merci, merci Nicolas, merci pour ce partage. Je vous invite également, pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, donc à laisser aussi des commentaires directement sur la page, ta page de Nicolas Devic. Et avant de se laisser, euh, si tu devais résumer l'ensemble de cet échange en termes de vécu ou en termes de contenu en un mot, ce serait lequel? Un seul mot? Ouais, c'est un défi. Hmm. Ah, tu me poses une colle. Attends, je vais pas te donner un mot comme ça. Faut que ça vienne du bon endroit, quoi. Euh, Ah oui, moi, il y a un mot qui me vient très fort, c'est Ouais, espoir. yes.
Super. J'adore ce mot. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour ce partage. Merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Et donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent sur ta page, laisser un commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour tous les lives qui suivent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de lives. On a Sacha Lacoste juste après, à Ah, 16h. Tu connais aussi Sacha Lacoste, je pense. ouais, j'aime On a beaucoup. ouais, Romain Clamaron à 18h et Jean-Luc Champouni ce soir à 20h45. Voilà, Magnifique. super programme que tu as ouvert aujourd'hui. Superbe. Ben Marius, bravo, bravo pour ce que tu fais. J'invite aussi tous ceux qui nous écoutent à rester vraiment en lien avec ce que ce festival vous a apporté. Et surtout, parce que moi j'écoute beaucoup de gens parler aussi, c'est important à chaque fois de pouvoir ramener ça à soi. Donc je vous invite à pouvoir prendre un moment pour vous après chaque conférence et d'écrire peut-être dans un petit carnet qu'est-ce que je retiens de ce moment de partage et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Les Américains disent What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Parce que sinon, on s'inspire des autres. Et ce qui est important, c'est de ne pas être dans un schéma de comparaison, mais plutôt dans un schéma d'évolution. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que moi, ça vient faire grandir? Avec quoi je suis d'accord? Avec quoi je suis pas d'accord? Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, quoi. Yes, tout à fait. Mm. Merci, merci, merci beaucoup Yeah. Nicolas, merci Stéphanie, merci Kate pour vos messages. Très belle journée tout le monde. Très belle suite à Merci. toi Nicolas. À très bientôt. Merci. Merci Au encore. revoir. Ciao, au revoir.